Elle riait avec lui jusqu'à ce qu'elle voie l'alliance que j'avais laissée sur le comptoir du bar. Au début, elle ne m'a pas remarqué. J'étais 3 tabourets plus loin, sirotant une bière que je ne voulais pas, observant son reflet dans le miroir derrière le bar. Elle lui souriait, jouait avec ses cheveux, riait trop fort. Ce genre de rire qu'elle réserve aux personnes qu'elle veut impressionner. Ce rire léger et faux. Puis ses yeux sont descendus, se sont posés sur l'anneau. Celui que je venais de poser sur le comptoir. Silencieuse comme un murmure, elle a cligné des yeux. 1 fois, 2 fois, puis elle a cessé de sourire. Avez-vous déjà vu le jeu de quelqu'un s'effondrer en moins de 2 secondes? C'était comme si un rideau tombait au milieu du spectacle et que les lumières s'allumaient sur les fils. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Lui, non. Pas encore. Il la regardait toujours, confus. Mais elle savait et elle n'a pas cherché à me trouver non plus. C'était le meilleur moment. Elle fixait juste l'anneau comme si c'était une grenade dégoupillée. L'idée m'est venue il y a 3 soirs après l'avoir suivie hors de notre maison à 22h40. Elle avait dit qu'elle allait à la pharmacie Le Centaure. Je l'ai regardée passer devant 2 pharmacies ouvertes pour se garer sur le parking arrière d'un hôtel Le Grand Paris. 5 minutes plus tard, le capitaine charmant est arrivé dans une vieille Peugeot 205 qui n'aurait pas dû être sur la route après 2008. Ils se sont embrassés avant même qu'ils ne descendent de la voiture. On pourrait penser que c'était le moment. Vous savez, celui où je sors en trombe, crie, pleure, fait une scène, mais ce ne l'était pas. Je suis juste resté dans ma camionnette dans le noir, moteur éteint, et j'ai commencé à planifier quelque chose de mieux. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais de la clarté. Je voulais qu'elle ressente le pincement au ventre que je ressentais depuis des semaines. Alors oui, je l'ai suivie à nouveau ce soir, j'ai attendu qu'elle commande ce cocktail trop cher avec une branche de romarin qui en dépassait, je l'ai regardé toucher son bras, rire de sa blague nulle, se pencher comme s'il était intéressant, puis je me suis approché calmement. Pas de cri, pas de drame, juste l'anneau. Je l'ai glissé devant son verre et me suis détourné. Elle n'a pas prononcé mon nom. N'a pas fait de scène. Elle est juste restée là, figée, le fixant. Les lèvres entr'ouvertes comme si elle allait dire quelque chose mais avait oublié les mots. Je ne lui ai pas laissé le temps de s'en souvenir. Je ne suis pas rentré tout de suite. Je suis resté dans ma camionnette pendant peut-être 30 minutes, garé un peu plus loin du bar, le moteur tournant et les doigts si serrés autour du volant qu'ils sont devenus engourdis. Ce n'est que lorsque mon téléphone a vibré que j'ai finalement cligné des yeux. Margot, où es-tu? Margot, tu vas bien? Margot. Pierre, j'ai vu l'anneau. On peut parler? Elle a attendu 20 minutes avant d'envoyer ses messages. Elle a probablement dû dégriser suffisamment pour taper sans faire de faute d'orthographe. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué non plus. Je voulais voir quelle excuse elle allait trouver en premier. La colère, les larmes, le silence. Elle a choisi la culpabilité. Bien sûr qu'elle l'a fait. Quand je suis finalement rentré à la maison, il était juste après minuit. La lumière du Porsche allumée, sa voiture dans l'allée. Elle était rentrée avant moi. J'imagine que son amoureux l'a déposée tôt une fois que notre mariage est apparu au menu. Je m'attendais à moitié à la trouver assise sur le canapé dans le noir comme dans les films, mais non. Elle était dans la cuisine à réchauffer une pizza comme si c'était une soirée ordinaire. Salut, dit-elle, la voix douce, répétée. On peut parler? Bien sûr. Je ne me suis pas assis. Je sais ce que tu penses. Tu en es sûr? Je l'ai coupé. Parce que tu vas devoir préciser. J'ai pensé à beaucoup de choses ces derniers temps. Elle a grimacé et pendant une seconde j'ai cru qu'elle allait vraiment avouer. J'ai presque voulu qu'elle le dise. Tout déballé. Dis-moi que tu as fait une erreur. Dis-moi que c'était une nuit. Dis-moi n'importe quoi, sauf ce regard sur ton visage comme si c'était moi qui réagissais de manière excessive. Ce n'est pas ce que ça semblait être, a-t-elle finalement dit. J'ai ri. Je ne voulais pas, mais c'est sorti fort, sec, méchant. Tu lui tenais la main. Tu riais de ses blagues. Tu le laisses te remettre les cheveux derrière l'oreille comme si tu étais une étudiante à son premier rendez-vous. Tu penses que ça ne ressemble pas à quelque chose? Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. Elle a pris une inspiration et a essayé de se ressaisir,
mais j'en avais déjà fini. Qui est-il, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. J'ai fait un pas en avant. Tu veux me le dire ou tu veux que je poste les photos et que l'Internet le découvre pour toi? Cela l'a atteinte. Ses yeux se sont écarquillés, une vraie peur. Comme si elle réalisait soudain que ce n'était pas juste une dispute que nous allions surmonter le matin. C'était réel et permanent. Je l'ai rencontrée à la salle de sport, a-t-elle murmuré. Tu veux dire notre salle de sport? Celle que je paie? Elle a hoché la tête. Depuis combien de temps? Margot a hésité. Ne mens pas. 6 mois. J'ai hoché la tête lentement. Mon estomac s'est tordu, mais je n'ai pas bronché. Tu m'as dit que tu voyais ta sœur ces soirs-là. C'était parfois le cas, a-t-elle dit. Mon Dieu. Elle a fait le tour du comptoir comme si elle allait me toucher le bras, mais j'ai reculé. Non. Pierre, je n'avais pas prévu ça. C'est juste arrivé. Oh, oui. 6 mois à se cacher, c'est juste arrivé. Tu as accidentellement réservé des chambres d'hôtel. Tu as accidentellement murmuré « je t'aime » à son oreille. C'est fou, Margot. Tu devrais consulter un médecin pour cette condition. Je n'ai pas dit que je l'aimais, a-t-elle claqué. Et là, c'était sa vraie voix qui transperçait le masque. Alors c'est ce qui importait. Que je ne pense pas qu'elle l'aimait. Non pas qu'elle m'ait trahi, qu'elle m'ait menti, qu'elle m'ait humilié, juste que je n'ai pas mal étiqueté son aventure. Je n'ai rien dit de plus. J'ai pris mes clés sur la table et me suis tourné vers la porte. Où vas-tu, a-t-elle demandé. Quelque part qui ne sent pas le mensonge. Puis j'ai claqué la porte derrière moi assez fort pour la faire sursauter. J'ai fini par dormir sur la banquette arrière de ma camionnette devant une laverie automatique ouverte 24 heures sur 24. Je n'ai même pas incliné le siège complètement. Je suis juste resté assis là, chaussures aux pieds, veste fermée, les yeux grands ouverts. À un moment donné, vers 4 heures du matin, je dois m'être assoupi parce que je me suis réveillé avec l'empreinte de mes clés incrustées dans ma cuisse et le soleil qui pénétrait à travers le pare-brise. Aucun appel manqué. Un SMS non lu de Margot. Il disait juste « je suis désolé ». Sans point final. Juste ça. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prêt. Ni à parler, ni à crier, ni à faire quoi que ce soit d'autre que de découvrir qui était ce type. L'homme avec le chignon, celui avec la Peugeot 205 de 2008 qui avait encore le cadre de plaque d'immatriculation du concessionnaire comme s'il en était fier. Alors, je suis retourné à l'hôtel Le Grand Paris. Même parking, même endroit où elle s'était garée la nuit où je l'avais surprise. J'ai attendu. Je me suis dit que si elle l'avait rencontré ici avant, elle le rencontrerait à nouveau. Les gens comme ça n'arrêtent pas juste parce qu'ils ont été pris. Ils deviennent juste plus sournois. J'avais raison. 2 nuits plus tard, elle est réapparue. Pas en tenue de sport cette fois. Non, cette fois elle était apprêtée. Cheveux bouclés, maquillage léger, talons, le genre qu'elle ne portait que pour les dîners d'anniversaire ou les mariages. Elle n'essayait même plus de le cacher maintenant. Elle s'est garée, a attendu dans la voiture. 3 minutes plus tard, il est apparu. Le même homme, la même vieille Peugeot 205, mais cette fois j'ai eu un meilleur aperçu. Fin de la quarantaine, barbe poivre et sel, trop bronzé pour janvier dans la région du Maine. Il marchait avec cette assurance que les hommes n'ont que lorsqu'ils sont habitués à s'en tirer. Comme s'il se croyait déjà meilleur que moi, même s'il ne savait pas que j'existais. Je l'ai suivi. Pas tout de suite. Je les ai laissés entrer d'abord. Attendre 10 minutes. Puis j'ai démarré derrière eux. Je n'allais pas faire de scène. Pas encore. Je voulais juste savoir quel genre de type elle avait jeté notre mariage pour. Quel genre d'homme battait 11 ans de confiance avec quelques verres et une chambre d'hôtel. Il s'est avéré qu'il travaillait dans une agence immobilière locale. Il se rendait au même bâtiment tous les matins comme une horloge. Je suis resté de l'autre côté de la rue 2 jours de suite juste pour être sûr. Le deuxième jour, je l'ai vu sortir avec une autre femme, différente de Margot, blonde, plus jeune, portant son manteau. C'est là que ça m'a frappé. Elle n'était pas la seule. Elle pensait qu'elle était spéciale, qu'elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait, qui la faisait se sentir désirée, le fantasme habituel.
Mais ce type, c'était un pro. Il en avait probablement 3 autres alignés comme elle. Il savait comment les garder accrochés et tourner en rond, comme s'il leur rendait service en leur accordant un peu de son attention. La deuxième nuit, je l'ai vu embrasser la blonde sur le parking. Le même mouvement qu'il avait fait avec Margot. La même main sur la nuque. Le même penchant arrogant. C'était comme regarder un replay. J'ai pris des photos. Chaque angle, lui, elle, le baiser, la plaque d'immatriculation, tout. Puis je suis rentré à la maison, je me suis garé dans l'allée, je suis entré et j'ai laissé tomber les photos directement sur l'oreiller de Margot. Elle n'a pas demandé où j'avais eu les photos, n'a pas crié, n'a pas nié. Elle les a juste fixées, assise en tailleur au milieu du lit comme une enfant surprise en train de voler des biscuits. Ce silence était pire que n'importe quelle dispute. J'étais là, attendant que la bombe explose. Et elle n'arrêtait pas de les feuilleter comme si c'était un album de promo. Qui est la blonde, a-t-elle finalement demandé, sans même me regarder. Est-ce important, ai-je dit. Il l'a embrassée de la même manière qu'il t'a embrassé. Le même placement de main, le même sourire suffisant sur son visage. Tu n'es pas la seule, Margot. Tu n'es qu'une parmi tant d'autres. Sa lèvre a tremblé, mais elle l'a mordu. Elle n'avait pas le droit de pleurer. Pas cette fois. Tu pensais qu'il t'aimait. Tu pensais qu'il allait quitter sa situation compliquée et s'enfuir avec toi vers le coucher du soleil. Elle ne levait toujours pas les yeux. Tu n'étais pas son échappatoire. Tu étais son passe-temps. Celle-là a fait mouche. Ses épaules se sont un peu recroquevillées comme si je l'avais frappée sans la toucher. Bien. C'était la première réaction honnête que j'avais vue d'elle. Depuis la nuit où j'avais laissé l'anneau sur le bar. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Tu penses que je ne le savais pas? J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle m'a finalement regardé. Ses yeux étaient rouges, non pas d'avoir pleuré, mais d'avoir retenu trop longtemps. Je savais, dit-elle. J'ai vu la façon dont il agissait. Je ne suis pas stupide, Pierre. Je savais que je n'étais pas la seule. Je m'en fichais juste. Tu t'en fichais. Elle a hoché la tête lentement. J'avais besoin de me sentir désiré. Je me fichais que ce soit faux. J'avais juste besoin de quelque chose. Ça a brisé quelque chose en moi. Non pas parce qu'elle l'a dit, mais parce que je l'ai cru. Alors voilà. Après tous les mensonges, toutes les disparitions tardives, toutes les factures d'hôtel et les SMS chuchotés, ce n'était pas une romance éclair dans laquelle elle avait été emportée. C'était une transaction. Attention contre attention, utilisation contre utilisation. 2 personnes brisées prétendant qu'elles ne l'étaient pas. J'ai quitté la pièce sans un mot de plus. Je suis descendu au sous-sol, me suis assis sur le sol en béton froid, le dos contre le sèche-linge, et j'ai essayé de respirer à travers la partie de ma poitrine qui semblait s'être effondrée. Avez-vous déjà réalisé trop tard que vous avez passé des années à être un bruit de fond dans votre propre maison? Cette nuit-là, j'ai fait une valise. Juste des vêtements, des chargeurs, un passeport, l'essentiel. Je ne lui ai même pas dit que je partais. Elle était toujours dans la chambre quand j'ai fermé la fermeture éclair. Je ne voulais pas me battre. Je ne voulais pas d'autres aveux. Je voulais juste partir. Mais avant de partir, je suis remonté à l'étage et j'ai posé l'iPad sur le comptoir de la cuisine, celui avec les messages synchronisés déverrouillés, ouvert sur ses SMS avec le gars, tout le fil de discussion. Et j'ai collé sur l'écran un mot au marqueur qui disait « Dis-lui les mêmes mensonges que tu m'as dit ». Puis je suis sorti à nouveau. Pour de vrai cette fois. Je n'étais même pas depuis une journée entière dans cet hôtel bon marché près de l'autoroute A89 avant que quelque chose d'étrange ne se produise. C'était vers 8h30 le lendemain matin. J'avais un café dans une main, mon téléphone dans l'autre, feuilletant des alertes d'emploi auxquelles je n'allais pas postuler. C'est là que j'ai remarqué la Jeep noire de l'autre côté du parking. Elle était garée le nez en avant, vitres teintées, moteur tournant, juste là. Le genre de ralenti qui signifiait que quelqu'un observait quelque chose ou quelqu'un. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un client qui attendait un ami, mais 15 minutes se sont écoulées. Puis 20 et la Jeep n'a jamais bougé. Personne n'est monté. Personne n'est descendu. Je suis sorti sur le trottoir, faisant semblant de me dégourdir les jambes et j'ai continué à jeter des coups d'œil dans cette direction.
La seconde où j'ai tourné la tête, la vitre côté conducteur s'est entr'ouverte, peut-être de 8 centimètres. Une cigarette s'est allumée à l'intérieur. Je ne pouvais pas voir le visage. Juste cette lueur lente de quelqu'un qui tirait une bouffée et me regardait en retour. C'est là que la pensée m'a frappé. Est-ce que c'était à propos de Margot? Lui avait-il envoyé quelqu'un? Le gars avait clairement d'autres femmes? Peut-être que l'une d'elles a découvert ce qu'il faisait et a décidé de prendre les choses en main. Peut-être qu'elle pensait que j'en faisais partie. Ou peut-être que Margot a finalement craqué et a engagé quelqu'un pour me suivre, voir ce que je ferais avec les photos. Je suis rentré, mais j'ai laissé les rideaux ouverts juste assez pour pouvoir surveiller la Jeep. Elle est restée là pendant presque 1 heure. Puis, sans prévenir, elle a démarré lentement, a contourné le bord éloigné du bâtiment et a disparu. Cette nuit-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais probablement pas dû. Je suis allé à l'agence immobilière où le gars travaillait, pas pour parler, juste pour voir. Je voulais un nom complet. S'il allait détruire mon mariage, je méritais certainement de savoir comment l'appeler. Il y avait un dépliant collé sur la porte vitrée. Thomas Dubois, gestionnaire immobilier senior, juste là. Même visage, même sourire suffisant. J'ai pris une photo et je suis parti. De retour à l'hôtel, j'ai fait une recherche d'antécédents, et c'est là que les choses sont devenues vraiment bizarres. Thomas Dubois n'était pas marié, mais il l'avait été 2 fois. Ses 2 ex-femmes avaient déposé des ordonnances restrictives. L'une d'elles avait déménagé hors de la région. La plus récente, elle s'appelait Jeanne. Même prénom que le contact enregistré dans le téléphone de Margot sous au salon J, salon de coiffure J. J'ai vérifié à nouveau. Ça ne pouvait pas être une coïncidence, le numéro correspondait. Margot lui avait parlé, ou du moins à quelqu'un se faisant passer pour elle. J'ai senti mon estomac se tordre. Ce n'était plus seulement une liaison. C'était quelque chose de plus grand, de plus compliqué, le genre de désordre dont on ne se sort pas indemne. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis juste resté allongé sur le matelas raide de l'hôtel, téléphone à la main, fixant ce nom de contact encore et encore, essayant de comprendre dans quoi Margot s'était fourrée. Le lendemain matin, je me suis rendu directement à la maison, non pas pour parler, non pas pour me battre, mais pour voir si elle était en sécurité. Je n'ai pas frappé. J'avais une clé, et même si cela me semblait mal de l'utiliser, j'y vivais toujours. Techniquement. Les chiens ont aboyé quand je suis entré, la queue remuant, inconscient. Tout le reste semblait pareil. Le courrier empilé sur le comptoir, ses chaussures de course jetées près de la porte, la même bougie allumée dans l'entrée, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas fait exploser notre mariage et s'était éloignée des décombres sans une égratignure. Elle n'était pas à la maison. Je le savais déjà. J'avais vérifié sa localisation sur où est mon téléphone avant de quitter l'hôtel. À la salle de sport soi-disant, ou peut-être une autre de ses courses. J'avais environ 40 minutes, peut-être moins. Je n'étais pas là pour tout saccager. Je n'étais même pas là pour la confronter. J'avais besoin de réponses, de vraies réponses. Pas sa version, pas celle de Thomas, juste la vérité brute, non filtrée, avant qu'aucun d'eux n'ait la chance de la réécrire. Son ordinateur portable était toujours dans le bureau. Même endroit sur le bureau, branché, intouché. Je me suis assis et je l'ai ouvert. Elle n'avait jamais changé le mot de passe. Le même qu'elle utilisait depuis 2014. Le nom de son premier chien et notre ancien code postal. Le bureau s'est chargé et ma main a commencé à trembler. Je n'étais pas fier de ce que je faisais, mais je m'en fichais aussi. Elle avait déjà franchi la ligne. Je ne faisais que la rattraper. D'abord, j'ai ouvert son email. Rien n'a sauté aux yeux au début. Des trucs de travail, des promotions, des reçus. Puis, j'ai cherché son nom, Thomas. Un seul résultat est apparu il y a 1 mois. C'était un email de confirmation pour un virement bancaire. 2000 € envoyés à un Thomas de son compte courant personnel. Pourquoi lui enverrait-elle de l'argent? J'ai vérifié la pièce jointe PDF dans les notes. Remboursement pour janvier. Remboursement pour quoi? J'ai fouillé plus profondément, ouvert son application de notes. Elle avait un dossier nommé E-Course, mais il était verrouillé. J'ai essayé quelques mots de passe. Au 3e,
il s'est ouvert. Et à l'intérieur se trouvait une liste qui ne ressemblait pas du tout à des courses. Des dates, des montants en euros, des heures et des initiales. Chaque entrée étiquetée J ou T. Une ligne disait, 11 janvier, 500 € T et éviter 15 heures. Ne pas utiliser le parking arrière. Une autre, 22 décembre, 350 €. J, supprimer tous les journaux d'appel. Je suis resté là à lire ligne après ligne, réalisant que je ne connaissais pas du tout cette personne. Pas même un petit peu. Ce n'était pas juste de la tricherie. C'était de la coordination, du secret, de la planification. Et le pire, quoi que ce soit, elle était toujours en plein dedans. J'ai reculé des notes, le cœur battant, et j'ai rouvert ses messages. J'ai cherché Jeanne. La dernière conversation datait d'il y a 3 jours. Margot, il fouille. Il sait quelque chose. Jeanne, laisse-le. S'il découvre, c'est ta faute. Margot, et s'il lui parle? Jeanne, alors je arrange ça. C'était tout. Je me suis levé, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai essuyé le clavier par instinct. Je ne savais pas qui était vraiment Jeanne ni ce qu'elle voulait dire par arranger ça, mais je n'allais pas rester là à attendre de le découvrir à mes dépens. J'ai pris l'ordinateur portable avec moi, je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et je n'ai pas regardé en arrière. Je me suis rendu directement chez mon cousin de l'autre côté de la ville. Jacques est le genre de gars qui garde un téléphone jetable sans raison et qui a une boîte verrouillée pleine de clés USB qu'il n'étiquette pas. Je savais que si je lui racontais tout, il essaierait soit de m'aider, soit de me dissuader de faire quelque chose de stupide. Dans tous les cas, je ne pouvais plus gérer cela seul. Je n'ai pas dit grand-chose quand je suis arrivé. Je lui ai juste tendu l'ordinateur portable et j'ai dit, j'ai besoin que tu examines tout. Email, notes, messages, historique de navigation. J'ai besoin de savoir dans quoi elle est impliquée et qui est Jeanne. Il a levé un sourcil mais n'a pas posé de questions. Donne-moi quelques heures, a-t-il dit, en l'allumant déjà. Pendant qu'il fouillait l'empreinte numérique de Margot, j'ai conduit dans la ville comme un fantôme. J'ai dû passer 2 fois à chaque intersection. Mes pensées ne cessaient de tourner en boucle. À quoi servait l'argent? Qui était Jeanne pour Thomas? Margot était-elle menacée ou les aidait-elle? Quand Jacques a finalement appelé, sa voix était tendue. Mec, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas seulement de la tricherie. Je l'ai retrouvé chez lui. Il avait une clé USB à la main. Tu vas vouloir entendre ça. Il s'est avéré que Margot avait enregistré un mémo vocal. Il était enfoui dans un dossier nommé Assurance, non synchronisé avec le cloud, local seulement, comme si elle le cachait même à elle-même. Jacques l'a lu via ses haut-parleurs. Sa voix est apparue tremblante, non pas émotive, mais nerveuse, comme si elle ne voulait pas être prise en train d'enregistrer. Nous sommes le 19 janvier. J'enregistre ceci au cas où il m'arriverait quelque chose. Thomas demande plus d'argent. Il dit que ce n'est pas du chantage, mais ça l'est. Jeanne a dit qu'elle s'en occuperait, mais je ne lui fais plus confiance. Si Pierre découvre l'incident de la Côte d'Azur, c'est fini pour moi. S'il découvre un jour ce que nous avons fait là-bas. Elle s'est arrêtée, coupée. C'était tout l'enregistrement. Je suis resté là, figé, fixant le sol comme s'il pouvait expliquer de quoi elle parlait. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Azur, a demandé Jacques. Je ne sais pas, ai-je dit. Mais les mots sonnaient faux même en les prononçant. Je savais que quelque chose s'était passé là-bas. Margot s'était envolée pour Nice l'été dernier pour ce qu'elle appelait une retraite bien-être avec son amie Coralie. Elle avait posté des photos de sentiers de randonnée, de smoothies verts et d'un cercle de méditation. Mais maintenant, je me souvenais de quelque chose qui n'avait pas de sens. 2 jours après son retour, j'ai reçu un appel de notre banque. Quelqu'un avait tenté de retirer près de 5 000 € de notre compte d'épargne commun. La tentative avait été signalée parce qu'elle provenait d'un distributeur de billets d'une station-service dans un quartier délabré de Marseille. Quand j'ai demandé à Margot ce qu'il en était, elle a dit que ce devait être une fraude. Nous avons annulé la carte, changé le code PIN, et sommes passés à autre chose. Mais si ce n'était pas une fraude? Et si la Côte d'Azur était l'endroit où tout avait commencé? J'ai dit à Jacques de tout copier, tous les fichiers, tous les messages. Je voulais des sauvegardes.
Je ne faisais pas confiance à Margot et je ne faisais certainement pas confiance à Jeanne ou à Thomas. Quelque chose me disait que c'était plus gros qu'une liaison. Ça semblait coordonné et compliqué. Puis je lui ai demandé un dernier service. Retrouve Jeanne. Il a hoché la tête. Donne-moi un jour. Je suis parti sans rien dire de plus, je suis monté dans ma camionnette et je me suis dirigé directement chez la sœur de Margot. Si quelqu'un connaissait la vérité sur la Côte d'Azur, ce serait elle. La sœur de Margot ne m'a pas claqué la porte au nez. C'était un bon début. Sylvie m'a toujours bien aimé, ou du moins elle le faisait avant que tout ce gâchis n'explose. Quand elle m'a vu sur le porche, elle n'a pas dit grand-chose. Elle s'est juste écartée et m'a laissé entrer comme si elle s'y était attendue. Je me suis assis sur son canapé et avant même que je ne pose la question, elle a soupiré et a dit, je lui ai dit de ne pas le faire. Faire quoi, ai-je demandé. Elle s'est frotté le visage avec les deux mains, puis m'a regardé droit dans les yeux. L'argent. Toute l'histoire de la Côte d'Azur était une question d'argent, Pierre. Ce n'était pas une retraite. C'était une arnaque. Ce mot a plané dans l'air comme de la fumée. Elle et Thomas se sont envolés là-bas pour rencontrer un gars que Jeanne connaissait, a poursuivi Sylvie, soi-disant une opportunité d'investissement. De l'argent rapide, un rendement élevé. Sauf que tout était faux. Ils lui ont donné 5 000 € chacun et pouf, il a disparu. Ils pensaient pouvoir le récupérer, rembourser les cartes de crédit, prendre de l'avance. Au lieu de cela, ils ont tout perdu. J'ai cligné des yeux. Elle a utilisé notre argent. Elle ne t'a rien dit parce qu'elle prévoyait de le récupérer avant que tu ne le remarques. Mais Thomas, il a aggravé les choses. Il lui a dit qu'il avait un moyen de récupérer la perte si elle l'aidait. Vente d'informations, ciblage de clients de son travail immobilier, fausses annonces, fausses demandes de séquestre, fraude à l'identité. J'avais l'impression de respirer à travers une paille. Elle ne t'a pas juste trompé, Pierre. Elle s'est associée à lui. Elle était de mèche. C'est là que tout a fait clic. Les paiements, les messages, les appels téléphoniques sous de faux noms. Margot n'était pas juste utilisée. Elle aidait à tirer les ficelles. Et quand tout a commencé à s'effondrer, elle a paniqué, a essayé de jouer les victimes, d'enregistrer des mémos vocaux, de faire semblant de ne pas être entièrement impliquée, mais il était trop tard. J'ai remercié Sylvie et je suis parti. Je ne lui ai pas dit ce que je prévoyais ensuite, pas besoin. Je savais déjà ce qui devait arriver. 2 jours plus tard, j'avais tout. Les emails, les virements, les messages à Jeanne, et une liste complète des noms qu'ils avaient ciblés via l'entreprise immobilière de Thomas. Jacques m'a aidé à tout regrouper. Nous l'avons envoyé à 3 endroits. La police, l'agence de courtage de Thomas, et l'employeur de Margot. Elle travaillait dans la finance. Un seul regard sur ce dossier et sa carrière serait fichue. Je ne l'ai pas confronté. Pas de grand cri final. Pas de papier de divorce claqué sur la table, juste le silence. J'ai laissé les murs s'effondrer sans avertissement. Ce matin-là, elle s'est rendue au travail. Elle ne savait pas que sa vie allait basculer. À midi, elle était licenciée. À 17 h, son visage était aux informations locales. Le bureau de Thomas a été perquisitionné le lendemain. Jeanne a disparu. Son numéro est devenu inactif. Je n'ai plus jamais revu Margot en personne. Elle a essayé d'appeler, bien sûr, a laissé des messages vocaux, a joué toutes les cartes. Le regret, la panique, le blâme, même la nostalgie. Elle a dit que nous lui manquions, qu'elle avait fait des bêtises. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Je n'ai jamais répondu. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était retournée vivre chez ses parents en Bretagne. Elle n'a pas pu trouver un autre emploi dans son domaine. Elle pourrait faire face à des accusations si l'État insiste. Je ne sais pas. Je m'en fiche. Quant à moi, j'ai quitté Paris, j'ai déménagé à Montpellier, dans le sud de la France. J'ai pris un nouveau départ, j'ai trouvé un travail qui n'implique pas de rester assis derrière un bureau à faire semblant d'aller bien. Je travaille dehors maintenant, avec mes mains. Ce n'est pas glamour, mais c'est réel, et c'est tout ce que je veux. La semaine dernière, j'ai finalement retiré mon alliance pour de bon. Je l'ai jetée dans une rivière. Je n'ai même pas regardé où elle atterrissait.